Ça va toujours? Mais en fait, que se passe-t-il quand on upload une vidéo sur une plateforme de streaming? Que va-t-il advenir du replay de cette présentation avant que vous puissiez le voir et le revoir encore une fois sur les plateformes de streaming? On a avec nous Antoine Vacheux, qui est Solutions Architect chez AWS, Exactement. qui va nous apporter un éclairage sur ces questions. Est-ce que vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît? Eh bien, merci, bonjour à tous. Alors effectivement, moi, je suis Antoine Vacheux, je suis architecte chez AWS, et ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe finalement quand on upload une vidéo sur une plateforme de streaming, et comment elle est traitée, qu'est-ce qu'il advient d'elle, et comment ensuite elle est mise en ligne pour lecture par le plus de monde possible. Cette présentation vient de mon expérience avec les clients du secteur des médias, où j'ai travaillé avec eux pendant un an et j'ai appris sur le tas comment fonctionnait le streaming vidéo. Et c'est toutes ces connaissances que j'ai présentées ici, que j'ai rassemblées et présentées ici dans ce talk pour vous les faire découvrir cet après-midi. Alors, le premier problème que l'on se pose, en fait c'est le principal problème, c'est un problème de taille au sens propre. Une vidéo, vous savez, c'est une succession d'images, si on ne prend que la partie image, et une image, c'est une matrice de pixels, et chaque pixel se décompose en 3 composantes, le rouge, le vert et le bleu, dans la base classique des couleurs. Et si on fait un calcul rapide, eh bien, une image en haute définition, 1280 par 720 pixels, ça fait 921 600 pixels pour une image. Et à 24 bits par image, 8 bits pour coder le rouge, 8 bits pour coder le vert, 8 bits pour coder le bleu, ça nous fait à peu près 2,64 mégaoctets par image. Et donc, à un rythme de 25 images par seconde, c'est le minimum pour qu'on ait l'impression que la vidéo soit fluide, eh bien, on arrive à 66 mégaoctets par seconde de vidéo. Ça veut dire qu'il faudrait que la connexion Internet fasse 66 mégaoctets par seconde pour que la vidéo puisse se lire sans interruption. Moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont une telle connexion Internet à la maison, et encore moins sur téléphone mobile. Et donc, si on pousse un petit peu, ça nous fait 234 gigaoctets de données pour 1 heure de vidéo en haute définition. Et si on fait de la Full HD, donc une résolution encore plus grosse, donc 1920 par 1080, on arrive à 521 gigaoctets de données pour 1 heure de vidéo. On peut faire aussi le même raisonnement pour de l'audio. De l'audio, c'est un signal échantillonné à 44 100 points par seconde, donc 44,1 kHz, et chaque point est codé sur 16 bits, ce qui nous fait 86 kilooctets de données par seconde d'audio, soit 302 mégaoctets par heure par piste audio. Donc tout ça pour dire que le fil conducteur de la diffusion vidéo, c'est avant tout la compression. Mais pour compresser, il faut que l'on compresse de façon intelligente. Et pour comprendre un petit peu comment on va s'y prendre, on va regarder un petit peu ce qu'on va trouver à l'intérieur d'un fichier vidéo. Première chose, ça va être les images. Donc la succession d'images à la suite, à un rythme de 25 ou 30 images par seconde, voire plus parfois pour certains films. Et ces images, on va les compresser avec ce qu'on appelle un codec. Codec, c'est l'abréviation de codeur-décodeur. C'est un algorithme de compression qui va jouer sur les limites de la vision humaine pour pouvoir dégrader l'information au sein de l'image sans que cela se voit trop à l'œil. On va également retrouver les pistes audio. Ici, par exemple, on voit la piste audio pour l'anglais, la piste audio pour le français, et pareil, les pistes audio vont également être compressées par un codec. Et là, c'est des codecs qui, eux, vont jouer sur les limites de l'audition humaine. Il y a certaines fréquences sonores qu'on n'entend pas, par exemple, pour également dégrader le son pour pouvoir réduire un petit peu la taille de la piste audio. On va également retrouver d'autres informations, par exemple les sous-titres.
les sous-titres en français, les sous-titres en anglais, parfois dans les DVD, les informations de chapitrage. Vous voyez, des fois sur YouTube, vous avez des chapitres sur les vidéos. Bah, pareil, une solution, c'est de les intégrer dans les fichiers vidéo. Et tout ça, c'est mis ensemble, rangé ensemble dans un fichier. C'est ce qu'on appelle un fichier conteneur. Et le but de ce fichier, c'est de synchroniser tout le monde dans le temps. Faire en sorte, par exemple, que le son ne soit pas décalé avec l'image ou que les sous-titres ne soient pas décalés avec le son et l'image également. Donc, pour résumer, un fichier multimédia, c'est des elementary streams, donc c'est le nom qu'on donne aux images, aux pistes audio, aux sous-titres, au chapitrage, des elementary streams qui sont rangés et calés ensemble dans un fichier conteneur et qui sont compressés par des codecs. Alors, comment ça marche un codec? Et là, on va s'intéresser uniquement aux codecs pour les images dans cette présentation. En fait, on va utiliser plusieurs axes de compression, plusieurs axes d'optimisation. Rappelez-vous, j'ai dit que les codecs se servaient des limites de la vision humaine pour pouvoir compresser. On va voir comment ça fonctionne. Le premier axe, c'est que l'on va chercher à enlever un maximum de détails dans les images. Et pour ce faire, on va utiliser une formule mathématique qu'on appelle la transformée en cosinus discret. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, ça va vous rappeler des heures sombres dans un cours de mathématiques en université, mais rassurez-vous, c'est quelque chose d'assez simple ici. Ce que nous dit, en fait, cette formule, c'est que vous prenez une image, n'importe laquelle, vous la découpez en blocs de 8 pixels par 8 pixels, donc 64 pixels par bloc. Et ces blocs-là, c'est ce qu'on appelle un macrobloc. La transformée en cosinus discret nous dit que chaque macrobloc peut être vu comme une combinaison linéaire de 64 motifs de base. C'est ce qui est représenté dans la grille ici. Donc, vous assemblez de manière pondérée ces 64 motifs et vous pouvez recréer n'importe quel bloc de 8 pixels par 8 pixels. Vous avez ici un exemple sur la slide. J'ai appliqué la transformée en cosinus discret et on obtient du coup les coefficients ici qui permettent de pondérer l'application des patterns de base. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas les vraies valeurs. J'ai mis plutôt leur valeur absolue. Ça peut être positif ou négatif. Ce que je veux vous montrer ici, c'est la contribution des différents patterns plutôt que les vraies valeurs, ce qui n'a pas réellement d'intérêt dans cet exposé. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que la majorité des contributions vont venir du coin supérieur gauche de mes patterns de base. On dit également que l'énergie ou l'information du signal est concentrée dans le coin supérieur gauche des 64 patterns de base. Et donc ça, c'est bon pour nous. On va faire ensuite ce qu'on appelle une quantification. L'idée ici, c'est de remplacer des valeurs qui sont continues par des valeurs discrètes. J'ai un exemple ici avec des couleurs. Vous voyez en haut, vous avez un ensemble de teintes de rouge et un ensemble de teintes de orange. Eh bien, je vais dire, toutes les couleurs qui rentrent dans cette teinte de rouge, je ne vais plus garder la teinte, je vais garder juste une seule teinte, l'espèce de rosé qui est au milieu, et pareil pour le orange. Donc, là où j'avais ici des couleurs différentes, je n'ai plus qu'une seule couleur unique ici. Et on fait pareil pour les nombres. On va dire par exemple que tout ce qui est entre -1 et 1 sera codé par 0. Point barre, peu importe la valeur de ce nombre ici. Et ça, c'est bon pour nous. Parce que on voit ici, rappelez-vous, quand je reprends mes coefficients, les 3/4 à peu près des coefficients, c'est des valeurs qui sont proches de 0. En appliquant du coup ici cette quantification, je vais annuler à peu près les 3/4 de mes coefficients. Et donc, là où j'avais 64 coefficients non nuls, donc 64 valeurs qui contribuaient, ici, j'en ai plus que 13. Donc, plus que 13 valeurs à transmettre au lieu de 64 pour pouvoir reconstruire mon image. Et ensuite, du coup, si on reconstruit l'image avec juste les 13 valeurs utiles,
eh bien, on obtient l'image après sur la slide. Donc, elle ressemble beaucoup à l'image de base. Il y a des artefacts, c'est normal, on a détruit de l'information, mais quand on regarde de très loin, ça ne se voit pas à l'œil nu. Et c'est ça le truc. Donc ça, c'est la première optimisation que l'on peut appliquer. Deuxième optimisation, on va pouvoir jouer également sur les couleurs. Une couleur, on a vu, c'est une combinaison de rouge, de vert et de bleu, c'est-à-dire 3 nombres, c'est-à-dire un vecteur. Qui dit vecteur, dit espace vectoriel, et donc potentiellement changement de base. Par exemple, pour ceux qui ont fait de la mécanique, vous avez les coordonnées cartésiennes x, y, et vous pouvez également exprimer n'importe quel point dans le plan grâce à des coordonnées polaires r θ, ce qui facilite par exemple les calculs pour de la rotation. Eh bien, on peut faire la même chose pour des couleurs. Le RVB, c'est la base la plus connue, mais il y en a d'autres, et notamment ici, la luminance-chrominance. Et la luminance-chrominance, ça ressemble à ça pour l'image qu'il y a en démonstration sur la slide. La luminance, ça va coder la luminosité d'un pixel. Est-ce qu'il est brillant ou au contraire, est-ce qu'il est plutôt sombre? La chrominance, donc les deux composantes de chrominance, vont coder, lui, la teinte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend quand vous comparez la luminance, ou l'image en noir et blanc, si vous voulez, avec la chrominance? On a l'impression, quand on regarde la chrominance, que c'est quelque chose de plus, flou, on ne voit pas très bien les détails. Par exemple, quand on compare avec la luminance, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de détails, pas de choses comme ça. En fait, ce n'est pas qu'il y a moins de détails, c'est que l'œil humain n'est pas capable de discerner aussi bien les variations de teinte par rapport aux variations de luminosité. C'est pour ça que la couleur, la chrominance, nous paraît plus floue, moins détaillée. Et ça, c'est bon pour nous. Parce que du coup, ce que l'on va chercher à faire, c'est transformer nos images en couleurs en basse luminance-chrominance. Et pour chacun des 3 canaux, le canal de luminance et les 2 canaux de chrominance, je vais appliquer ma transformée en cosinus discret, comme on l'avait tout à l'heure. Sauf que, comme je distingue moins bien la chrominance, je vais pouvoir être beaucoup plus agressif sur la quantification pour les 2 canaux de chrominance. Et en général, sur 24 bits pour coder un pixel, on va allouer 16 bits pour coder uniquement la luminance, là où on voit beaucoup la dégradation, et 2 fois 8 bits pour coder les 2 canaux de chrominance. 12 et 6, 6. 24 bits, donc 12, 6, 6. Et du coup, c'est comme ça que je vais pouvoir dégrader la couleur pour encore plus compresser mon image par la suite. Dernière optimisation qu'on peut faire au niveau des codecs, c'est la compensation de mouvement. Et pour vous l'expliquer, voici un extrait, une image du film Elephant Dream, film open source, de la fondation Blender. Et vous avez ici l'image affichée à l'écran et vous avez ensuite les différences avec l'image précédente. Dans une vidéo, quand, par exemple, j'ai ma main qui est ici à l'image suivante, elle va peut-être être là si je la bouge. Mais ce n'est pas tellement différent de l'image précédente. Donc, ça ne sert à rien de retransmettre toutes les informations de l'image si elles ont déjà été transmises par l'image précédente. Je vais plutôt me contenter de transmettre uniquement les différences. Sauf que dans le cas d'un codec, on va également encore plus loin. On va dans de la compensation de mouvement. Et donc, du coup, ce que l'on va chercher à faire, c'est pour chaque macro-bloc, avant de coder cette différence, avant de faire cette soustraction, on va chercher dans l'image précédente où est-ce qu'il était pour voir est-ce qu'il a bougé. D'où le nom compensation de mouvement. Je regarde, peut-être il était un petit peu plus sur la gauche. Et donc, ce que je vais faire pour ce macro-bloc, je vais dire, avant de faire la différence, décale-le de 12 pixels, par exemple, et ensuite fais la différence.
Et donc, de ce fait, on peut encore éliminer beaucoup plus d'informations qu'avec juste une simple différence. Donc, vous avez ici le résultat pour la même frame que la slide précédente, avec la compensation de mouvement, donc avec le fait de rechercher les informations dans l'image précédente pour encore enlever davantage d'informations à transmettre. Et donc, sur cette image qui est quasiment noire, en fait, je vais également appliquer ma transformée en cosinus discret, sauf que là, comme j'ai beaucoup de macroblocs qui seront juste tout noirs, c'est une valeur à transmettre et non plus 13 ou 64 comme il y avait avant. Pourquoi on cherche à faire tout ça? Pourquoi est-ce qu'on cherche à dégrader un maximum d'informations? Eh bien, l'idée, c'est que cette information dégradée, c'est une information qui se compresse beaucoup plus facilement. C'est ce qu'on appelle ici un codage anthropique. Et là, ce que je vous montre, c'est ce qu'on appelle le running length encoding, où l'idée, c'est de dire simplement, si j'ai des valeurs qui se suivent et qui se répètent, tu la codes une fois, mais tu dis répète-la X fois. Par exemple, ici, c'est les coefficients pour la première image quand j'ai expliqué la transformée en cosinus discret, avec la quantification appliquée. Donc, j'ai 13 valeurs non nulles, et puis après, j'ai toutes 55 valeurs qui sont 0, ici. Donc, ce que l'on fait avec le codage anthropique, c'est qu'on dit, tu as tes 13 valeurs non nulles, et puis ensuite, tu prends 0 et tu le répètes 55 fois pour reconstruire l'information qui manque. Et c'est comme ça que l'on compresse ensuite les macroblocs. Et donc, plus j'ai de macroblocs avec beaucoup de valeurs nulles qui se suivent, eh bien, plus mon codage anthropique va être efficace et donc la vidéo prendra beaucoup moins de taille. Et donc ensuite, on va regrouper toutes ces images compressées et dégradées dans ce qu'on appelle un group of images. C'est comme ça que l'on construit ensuite les séquences vidéo. Ça commence toujours par ce qu'on appelle une iMage, ou image de référence. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une image JPEG, une photographie, comme vous avez l'habitude d'avoir sur vos ordinateurs, qui est codée telle qu'elle dans le flux vidéo et qui nous sert de référence. Ensuite, vous avez des P-images et des B-images. En fait, ce sont des images dans lesquelles on a appliqué la compensation de mouvement. La seule différence entre le P et le B, c'est l'algorithme de prédiction pour le mouvement, à savoir comment est-ce que je recherche. Les P-images regardent dans le passé, les B-images regardent dans le passé et également dans le futur, pour améliorer encore plus la prédiction et donc la compression par la suite. Et donc, cet ensemble de I-image, P-image, B-image forme ce qu'on appelle un group of images, ou GOP, et c'est à peu près 90 images avant que cette séquence se répète. Et donc, voilà, tous les 90 frames, j'ai une nouvelle I-image et du coup un nouveau group of images. Ça permet comme ça, en fait, au navigateur de pouvoir faire des recherches et de ne pas avoir à tout redécoder, tout recalculer depuis zéro. On repart de l'I-image la plus proche et on réapplique juste la compensation et le décodage pour les quelques frames demandés. Donc voilà comment fonctionnent en très gros smile les codecs. Il y a bien sûr plein d'autres détails, mais avec ça, vous avez une bonne idée de comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous parler des infrastructures de diffusion. Et il faut commencer par comprendre ce qu'est la chaîne OTT. La chaîne OTT, ça signifie over the top. OTT, c'est over the top. Et en fait, on peut la comparer au modèle OSI de la diffusion vidéo sur Internet. Le modèle OSI, c'est pour le réseau, et la chaîne OTT, c'est pour la diffusion vidéo. Et c'est une chaîne composée de 4 maillons, l'encodage, le packaging, l'origination et la distribution. L'encodage, c'est quoi? Eh bien, l'idée, c'est que je vais recevoir un flux vidéo brut, non compressé, typiquement une sortie de caméra, ou là, dans cette salle, par exemple, c'est ce qui sortirait de la régie après le traitement. Et l'encodeur, son rôle, c'est d'appliquer les codecs, tels qu'on l'a vu. Donc, par exemple, ici, dans cet exemple, l'encodeur va appliquer un codec pour générer de la Full HD, de la haute définition ou de la simple définition
avec à chaque fois une quantification plus ou moins agressive en fonction de la haute définition ou de la simple définition. Et pareil pour l'audio, hein. L'encodeur va également appliquer les codecs pour les flux audio. Et il ne fait que ça. Donc l'encodeur compresse les élémentaires streams, donc audio-vidéo, qui arrivent du flux mezzanine grâce au codec. Deuxième étape, c'est le packager. On a vu, hein, ces élémentaires streams sont mis ensemble dans ce qu'on appelle un conteneur, c'est ce qui les synchronise dans le temps, notamment. Et là, du coup, le rôle du packager, c'est de prendre ce qui sort de l'encodeur, donc les élémentaires streams compressés, et de les mettre ensemble dans un conteneur, et rajouter également peut-être d'autres élémentaires streams, comme par exemple les métadonnées, comme le chapitrage ou les sous-titres, qui, eux, ne passent pas par l'encodeur, vu que ce ne sont ni des images, ni de l'audio. Et donc, en sortie du packager, on se retrouve avec un fichier audio prêt à la diffusion. Et c'est le but des deux derniers maillons de la chaîne OTT, l'origination et la distribution. En fait, c'est la diffusion sur Internet. L'origination, c'est quoi? Enfin, l'origine, c'est un serveur web. Et la distribution, c'est votre réseau de mise en cache, votre CDN, pour accélérer la distribution à grande échelle. Donc, quand je demande un fragment vidéo, c'est une requête HTTP toute classique, tout bête. Ça arrive sur le CDN ne l'a pas en cache. Il demande au serveur web à l'origine, passe-moi le fichier .ts. L'origine répond, le CDN met en cache et renvoie. Deuxième client, il demande au CDN, le CDN l'a en cache, il renvoie directement le fragment demandé sans interroger le serveur web, ce qui évite de le surcharger. Maintenant, on a encore deux problèmes à régler. Premier problème, comment est-ce que j'adapte mon flux vidéo à la qualité de la connexion Internet de l'utilisateur? On a tous fait cette expérience, que je regarde une vidéo sur un site de streaming et puis j'ai une perte de vitesse dans ma connexion à Internet. Et le flux vidéo devient plus dégradé, un petit peu plus moche à voir, mais il ne s'interrompt pas. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on fait ça? Et deuxième problème qui là est propre aux diffusions live, c'est comment j'assure une latence minimum. Par exemple, vous regardez sur Twitch les streamers, vous pouvez leur parler sur le chat et 10 secondes après, ils vous répondent. Comment est-ce que ça fonctionne, ça? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une latence qui est minimum? Eh bien, la réponse, elle vient de l'encodeur et du packager. La façon dont on va configurer l'encodeur, quand on reçoit d'ici du coup déjà le flux mezzanine, donc le flux non compressé, et l'encodeur, on va en fait le configurer pour produire ce qu'on appelle des renditions, donc plusieurs niveaux de qualité, la HD ou la simple définition par exemple, en découpant le flux en fragments de même taille. Par exemple, des fragments de 10 secondes. Donc du coup, ça résout le problème du live. Comment est-ce que je fais pour avoir une latence minimale? Je fais des fragments très petits, 2 secondes typiquement. Et donc du coup, j'ai des fragments de 10 secondes coupés à la frame près, donc la haute définition est calée à la même frame que la simple définition, qui arrivent dans mon packager. Donc mon packager va produire également des fichiers vidéo de 2, 5, 8, 10 secondes à la volée en fonction des élémentaires streams qui lui arrivent de l'encodeur. Et mon packager va également produire ce qu'on appelle un manifeste. C'est une playlist en gros. Dans ce manifeste, il va y avoir des métadonnées qui vont permettre au lecteur de comprendre un petit peu comment le flux a été découpé, comment est-ce qu'il doit le lire. Notamment, on va retrouver la description des différentes renditions. On voit ici la première rendition, 1280 par 720 pixels, c'est pour de la haute définition. Et ce que dit le manifeste, c'est que si tu veux que ça soit lu correctement, il te faut une connexion Internet d'au moins 5 mégabits par seconde. Deuxième rendition,
du 852 par 480, donc c'est le fameux 480p sur YouTube. Et là, il dit, pour que ça soit lu correctement, il te faut une connexion Internet d'au moins 2 mégabits par seconde. Et donc, fort de ces informations, voilà ce que va faire notre player. Il va mesurer en permanence à quelle vitesse il télécharge les fragments vidéo au fur et à mesure qu'ils sont lus. Par exemple, imaginons, j'ai de la bonne 4G, j'ai 5 mégabits par seconde au moins, donc du coup, le player va dire « chouette, je peux lire de la haute définition et donc je vais lire le 720p sur le lecteur ». Et puis, il y a une perturbation dans la connexion Internet. Par exemple, j'ai un ralentissement. Si je lis par exemple sur mon mobile, il est possible que je passe sous un tunnel ou dans le métro et j'ai plus la même rapidité de connexion avant. Mais ça, comme le player mesure en permanence la vitesse, il va le voir en téléchargeant le deuxième fragment. Il va le voir que ça prend beaucoup plus de temps que prévu et que du coup, j'ai plus les 5 mégabits par seconde requis pour lire la vidéo. Et donc, il va basculer automatiquement sur la seconde rendition, la rendition en simple définition, et télécharger pour le troisième fragment, le fragment en simple définition pour les 20-30 secondes de lecture. Et puis, donc là, du coup, c'est là que votre spectateur va voir une qualité vidéo qui est dégradée sur son écran, plus pixelisée, par exemple. Et puis, quand il télécharge ce fragment en simple définition, ma connexion Internet a été restaurée. Le player s'en rend compte. Je l'ai téléchargé beaucoup plus rapidement que prévu. Et donc, je repasse sur de la haute définition, puisque maintenant, j'ai récupéré la capacité de connexion pour pouvoir lire ma haute définition, à savoir mes 5 mégabits par seconde. Et donc, cette technologie-là, c'est quelque chose qui est utilisé par la plupart des lecteurs courants. Le HLS, c'est typiquement ce que vous allez retrouver, la technologie la plus courante pour implémenter ce mécanisme-là. Vous allez également retrouver principalement Dash, qui fournit également à peu près le même système. C'est juste qu'historiquement, HLS, c'était Apple, Dash, c'était Google. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai. Les deux opérateurs, les deux systèmes peuvent lire, mais du coup, ça nous donne deux standards. Et les autres, Microsoft Smooth Streaming et CMAF, ça existe encore, c'est simplement beaucoup moins utilisé. Dernière chose que je voulais vous présenter ici, c'est comment on fait de la publicité. Vous voyez, sur les plateformes de streaming, maintenant, on met de plus en plus souvent de la publicité. Des fois, on peut la couper avec un adblocker. Des fois, ce n'est pas possible. Ce que je vais vous montrer, c'est dans le cas où ce n'est pas possible, pourquoi ce n'est pas possible. Pourquoi c'est plus difficile, peut-être. Impossible, je ne sais pas, mais pourquoi c'est plus difficile, plutôt. Donc, on reprend notre histoire. On a nos blocs de vidéos qui sortent de notre packager et qui sont prêts à être distribués. Sauf que dans ces blocs-là, on va rajouter en plus ce qu'on appelle du signaling, des marqueurs, ce qu'on appelle ici des marqueurs SCTE35 ou SCTE35. Ce sont vulgairement des marqueurs de publicité. Ce que dit un marqueur SCTE35, c'est là, tu peux mettre un tunnel de pub de 20 secondes, par exemple. Et ces marqueurs sont présents soit sous la forme d'un elementary stream, au même titre que des sous-titres ou du chapitrage dans les fichiers vidéo, soit sous la forme d'une métadonnée dans le manifeste pour HLS ou Dash par exemple. Et avant la diffusion sur Internet, avant d'arriver sur le serveur d'origine, le serveur web, ils vont arriver, ces blocs, dans un autre composant qu'on appelle un manifest manipulator. Dont son nom indique, c'est de manipuler le manifeste HLS ou le manifeste Dash. Quand le manifest manipulator rencontre un marqueur SCTE35, donc un tunnel de publicité, donc un marqueur disant, voilà, là tu peux insérer un tunnel de pub, il va interroger un serveur VAST, donc c'est un serveur de publicité. VAST, ça signifie Video Ad Serving Template, donc c'est une norme qui permet de requêter et de récupérer des tunnels de publicité
à insérer dans des vidéos. Donc toutes les grandes régies publicitaires ont un serveur VAST pour les diffuseurs pour pouvoir insérer correctement les séquences de publicité en fonction de ce que les annonceurs ont payé. Donc c'est un système d'enchères. Donc suite à la requête du manifeste manipulateur, le serveur VAST renvoie le tunnel de pub à insérer pour cette personne-là en particulier. Et donc ensuite, ce que fait le manifeste manipulateur, il va prendre le manifeste HLS, enlever le marqueur SCOTI35 et rajouter les fragments vidéo correspondant au bloc de publicité à jouer. Et donc d'un point de vue player, c'est comme si finalement la publicité était gravée dans le flux vidéo et du coup, un adblocker va avoir beaucoup de mal à trouver comment l'enlever. Et donc, du coup, d'un point de vue bloc, c'est que finalement, j'ai mes blocs de vidéo, puis un bloc de pub, puis mes blocs de vidéo, puis des blocs de pub. Et pareil, toujours avec les renditions et la compression qui est faite également pour les blocs de publicité. À chaque fois, j'ai la haute définition, la simple définition, également pour mes blocs de publicité. Donc, comment ça fonctionne? Pour cette démonstration, je vais vous montrer ici comment on peut faire ça avec AWS Elemental Media Convert. Donc, c'est un service de transcodeur en ligne. Et encore, où est-ce qu'il m'a mis mon navigateur? Hop, il est là. Et ici, Elemental Media Convert, c'est un service AWS qui permet de faire du transcodage et du packaging, de l'encodage et du packaging de vidéos dans le cloud. Et ce que j'ai fait ici, c'est j'ai une vidéo qui a été uploadée dans le cloud et je souhaite configurer une sortie HLS avec 4 renditions différentes. Donc un manifeste avec 4 renditions. Voilà ici du coup la configuration que j'ai mise. J'ai demandé une sortie HLS, 4 renditions, de la Full HD, de la de la haute définition classique et 2 renditions de simple définition. Si j'ouvre la Full HD, je vois ici que j'ai demandé un codec MP4 AVC, donc H264, donc c'est le codec le plus utilisé pour de la vidéo encore aujourd'hui. Et j'ai demandé les paramètres suivants. Redimensionne la vidéo en 1920 par 1080, ce qui est la Full HD. Bien sûr, il faut que la vidéo d'origine soit au minimum cette taille-là pour ne pas dégrader d'informations avec le redimensionnement. Et ce que j'ai demandé, c'est applique la quantification de sorte à ce que je puisse obtenir un bitrate de 8,5 mégabits par seconde. L'idée étant de dire, voilà, je veux qu'avec 8,5 mégabits par seconde de connexion, je puisse lire ma vidéo. Et donc le codec, le codec va être configuré pour pouvoir lire à cette vitesse-là la vidéo. Il y a plein d'autres options qu'on peut mettre, notamment la structure des group of images, combien je veux de taille, des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais les professionnels de la vidéo savent très bien manipuler tout ça. Seconde rendition, c'est la haute définition. Donc, c'est les mêmes paramètres que j'ai changés. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai demandé 1280 par 720 pour un bitrate de 5 mégabits par seconde. Troisième rendition, 960 par 540, donc 540p. Et là, pareil, bitrate de 3,5 mégabits par seconde. Et enfin, dernière rendition, 640 par 360, bitrate 1,2 mégabits par seconde. Et avec cette configuration-là, quand je lance mon transcodage, je ne le fais pas ici parce qu'il faut plusieurs dizaines de minutes pour qu'il le fasse. Transcodage, c'est une opération qui prend beaucoup de temps. J'obtiens en sortie des fichiers qui ressemblent à ça. On va avoir ici notre manifeste, ce qu'on appelle également la master playlist, avec les différents blocs. Donc là, c'est des blocs de 8 secondes que j'ai configurés ici dans ce transcodage-là, qui vont correspondre aux séquences de la vidéo. Donc là, on a les blocs pour le 1080p. Un peu plus bas, beaucoup plus bas, j'ai des blocs pour le 360p.
Et si je compare leur taille, ils font à peu près 1 mégaoctet. Donc, c'est ce que j'ai demandé. 8 fois 1 mégabit, ça fait 1 mégaoctet. Pour le 360p, si je reprends la configuration, j'avais bien demandé 1,2 mégabit par seconde ici. C'est ce qu'il m'a sorti. Et si je regarde le 1080p, les blocs font à peu près entre 7 et 8 mégaoctets. J'avais demandé 8 mégabits par seconde. 8 mégabits fois 8 secondes, ça fait 8 mégaoctets. Et également des métadonnées, donc les master playlists et les renditions playlists. Donc par exemple, si je télécharge ici la master playlist et que je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, je tombe sur ce fichier-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le manifeste. C'est ce qui est récupéré en premier par le lecteur vidéo quand il souhaite lire un flux HLS. Et ce qu'on va retrouver à l'intérieur, c'est l'ensemble des renditions qui sont proposées avec toutes les métadonnées nécessaires au lecteur pour pouvoir prendre la bonne décision sur la rendition à utiliser. Donc, par exemple, ici, on voit que pour la rendition 1080p, 1920 par 1080, on la voit ici, c'est les informations de codec, la bande passante qu'il faut en moyenne pour pouvoir lire cette rendition, et la bande passante qui a été configurée, et la rendition playlist, une autre playlist, pour pouvoir récupérer les bons fragments, les bons blocs de vidéo. Pareil ici pour le 720p, là, la bande passante requise est inférieure, et c'est une autre master playlist. Et pareil pour les deux autres renditions ici. Maintenant, imaginons que je sois le player et je souhaite lire le 1080p. Donc, je vais télécharger la rendition playlist pour le 1080p. Ça ressemble à ça. Et donc là, dans cette playlist ici, j'ai des informations, notamment la durée des blocs, ici 8 secondes, et puis du coup la séquence de blocs, donc la séquence de fichiers à télécharger pour pouvoir lire correctement ma vidéo. Donc ce que va faire le lecteur, c'est qu'il va les télécharger et puis les jouer comme ça bout à bout, à la suite, pour pouvoir lire ma vidéo sans que je me rende compte qu'il y a en fait beaucoup de fichiers qui sont téléchargés pour moi. Et donc, si on regarde un petit peu ces blocs, voici un bloc pour le 1080p, voilà à quoi ça ressemble. « 8 secondes de vidéo. Et le même en 360. Regardez, l'image est beaucoup plus dégradée. On a été beaucoup plus agressif sur la compression ici pour que ça tienne sur du 1 mégabit par seconde ici pour le 360p. Est-ce que vous avez bien vu ou vous voulez que je les repasse? C'est bon? OK. Et donc, si on remet tout ça ensemble, voilà ce que ça donne sur un player HLS. Donc ici, je suis sur un site qui me propose d'avoir un player HLS pour pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des flux et regarder comment la vidéo va se rendre. Donc là, ce que l'on voit ici, c'est en bas les différentes renditions qu'il y a sur ma vidéo et les différents blocs vidéo qui sont téléchargés. Donc les fameux fichiers .ts que je vous ai montré sur le lecteur multimédia, qui ont été téléchargés. Donc là, quand je suis en foncé, c'est que le fichier a été téléchargé et qu'il est prêt en lecture. Et quand c'est en gris clair, c'est que le player a pris connaissance de ces blocs-là, mais il ne les a pas encore téléchargés, parce qu'on n'en est pas encore là dans la lecture, tout simplement. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais appliquer une limitation de bande passante sur mon navigateur pour forcer le player à lire une rendition différente. Et donc, je vais ensuite mettre ici, dans la vidéo, alors un peu pas aussi loin parce que je crois qu'on ne le voit pas, ici par exemple, voilà, pour forcer le player à passer à une rendition plus faible. Donc là, pour l'instant, il a du buffer, donc il lit les blocs. Et là, il est bloqué. Il n'a pas réussi à les télécharger assez vite. Donc, se rendant compte qu'il a été bloqué,
il passe sur des renditions plus petites. Mais là, pareil, il a encore du mal. On est sur de la 4G, donc on n'est pas plus de 200 kilooctets par seconde. Ce n'est pas suffisant. Donc là, il a téléchargé les autres renditions, les autres master playlists. On peut le voir après dans les requêtes réseau qu'il a fait. Et là, on voit qu'il est passé sur la rendition 480p. C'est celle qu'il arrive à lire au mieux au vu de la bande passante qui est imposée ici par le navigateur. Et donc là, ce que lit le player, c'est le 480p. Maintenant, si j'arrête la limitation de bande passante, eh bien, quand il va chercher à télécharger vous voyez, il les télécharge beaucoup plus vite. Il va se rendre compte qu'il les télécharge plus vite. Du coup, il repasse sur de la plus haute définition. Ici, on le voit à ce niveau-là. Il a commencé à retélécharger du 720p. Et là, il s'est rendu compte qu'il pouvait revenir sur le 1080p. Et donc, du coup, il repasse ici sur de la Full HD ici. Donc, il n'y a pas de secret, en fait. C'est le player qui contrôle quel niveau de qualité diffuser, juste en mesurant la vitesse de la connexion Internet, entre autres. Donc, pour résumer, on a vu un petit peu comment fonctionnaient les codecs, la chaîne OTT, et la petite démonstration ici qui remet un petit peu tout en ordre pour voir un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? J'ai terminé pour ma présentation.